Bon après-midi à toutes et à tous. Je m'appelle Nicole Milne, la directrice générale du Conseil des arts d'Ottawa. Bienvenue à notre conversation communautaire Naviguer dans l'avenir des ressources humaines artistiques. La session vise à recueillir les idées et les expériences des leaders du secteur artistique concernant les défis post-pandémique en matière de ressources humaines, les leçons apprises et les stratégies pour engager les employés à l'avenir. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Lise Labine, ici avec Evoque 2.0, qui sera notre animatrice aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais noter que le territoire sur lequel nos organisations sont situées est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe, qui étant le gardien passé, présent et futur. Maintenant, j'aimerais vous présenter ma co-animatrice et partenaire communautaire, la directrice générale du Réseau des arts d'Ottawa, Cassandra Olstorn. Merci Nicole et bonjour. C'est une période super passionnante pour les réseaux, les conseils et notre communauté. Et je suis heureuse de vous voir toutes aujourd'hui. Merci pour être venu. Il y a quelques notes d'ordre d'administratif dans le chat. Ces sessions sont programmées pendant les heures du dîner. Donc, si vous avez dans vos lunchs, n'hésitez pas de grignoter pendant la session. Nous rappelons aussi à tous qu'il s'agit d'un forum public et nous demandons à tous les participants et participantes de traiter les autres avec des gentillesses, dignité et respect. Nous répondons aux questions peut-être à la fin de la présentation, peut-être pendant. On va voir un peu la groupe. Mais si vous avez des questions, tu peux toujours utiliser la fonction « Lever la main » durant la présentation. Alors, je vais, une autre note aussi, on enregistre cette session aujourd'hui et on va mettre ça sur notre site web après parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas disponibles ici avec nous. On va mettre ça sur notre site web dans la prochaine semaine et ça va être laissé ici pour un autre, jusqu'à la fin juin, pas pour toujours. Alors, parce qu'on est un groupe intime, c'était un peu comme ça la semaine passée avec Annick et Benoît. On peut, sans qu'on moins dans une session enregistrée, plus c'est une réunion intime. On veut laisser les conseils passer un peu comme ça si on est confortable. Alors, je vais laisser le microphone à ma collègue Lise Labine pour commencer la session. Merci, Lise. D'accord, merci Cassandra et Nicole. Bienvenue encore à la session d'aujourd'hui. Oui, à une session intime. Il y aura peut-être d'autres participants qui se joindront à nous dans les minutes qui suivent. Je suis heureuse de travailler avec vous aujourd'hui et d'être la modératrice pour le panel qui va débuter sous peu. Il y aura 3 présentations et à la fin des présentations, il y aura une période de questions. On peut même les poser au fur et à mesure vu qu'on n'est pas tellement un grand groupe. Mais avant de débuter, j'aimerais faire un petit tour de table avec les gens qui sont déjà présents, de vous présenter et de parler, de mentionner l'organisme avec lequel vous travaillez ou vous contribuez. Je vois qu'il y a 3 participants en ce moment, donc Micheline, Victoria et quelqu'un du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Est-ce que je peux vous inviter à ouvrir votre micro tout au moins et vous nommer et nous dire quel rôle que vous jouez? Merci, Micheline. Tu peux y aller en premier? Oui, pas de problème. Donc, salut tout le monde. Moi, c'est Micheline. Je travaille avec Masque. Je suis la directrice générale. Bon, Masque, on offre des ateliers, des spectacles dans les écoles et dans la communauté. Ça fait 34 ans qu'on offre ça, pas moi-même, mais on travaille avec 55 artistes et groupes d'artistes qui sont sur notre répertoire. Donc, ça veut dire que nous avons à peu près 120 artistes professionnels sur notre répertoire qui offrent ces programmes-là. Puis, en plus, nous avons des festivals. Donc, nous avons 5 festivals annuels et on a à peu près 70 artistes professionnels autres qui se joignent à nous pour ces festivals-là, qui viennent de partout au Canada pour partager. On travaille dans toutes les disciplines artistiques aussi, donc avec tous les âges, vraiment avec les aînés, avec les tout-petits, avec les ados. Alors, on touche un peu à tout. Et voilà. Merci, Micheline. Bienvenue à l'atelier. Je vois quelqu'un du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Je vous laisse la parole.
Oui, bonjour. Je suis Piedad Sáenz. Je suis la directrice générale du regroupement des éditeurs franco-canadiens. On représente les 14 maisons d'édition et une revue littéraire qui sont partout au Canada, à l'exception du Québec. D'accord, merci. Bienvenue à l'atelier. Et Victoria, bonjour Victoria. Bonjour Lise, comment ça va? Bon, merci. Victoria Steele, je suis un consultant en gestion des OBNL et du monde artistique. Je suis ici dans la région d'Ottawa depuis plus que 30 ans. Je suis arrivée ici pour travailler au Centre national des arts, mais depuis 15 ans, je travaille comme consultant en gestion des arts et comme un prof à l'université en gestion culturelle. Je connais beaucoup de monde ici, alors je n'ai pas besoin d'introduction. En ce moment, je suis aussi président de l'Association des consultants canadiens en art, qui aide le secteur culturel par tout le pays. Et je devrais dire aussi que je suis le trésorier de conseil de ressources humaines du secteur culturel. Alors, vous allez entendre un peu les discours de Grégoire en quelques moments. Et j'ai eu le grand plaisir de travailler avec Nicole au CNA et bien sûr avec Cassandra au Réseau des arts d'Ottawa pendant 4 ans et plus. Alors, je suis très, très enthousiaste avec ce que vous faites aujourd'hui. Merci. Merci Victoria. Donc, un petit groupe intime. C'est super. On va avoir une conversation intéressante, j'en suis certaine. J'aimerais présenter les panélistes, si vous me permettez. En premier, Marie-Christine Morin. Marie-Christine se consacre à la gestion des organisations, au développement de programmes, de politiques publiques et de projets dans le domaine culturel qui favorisent l'innovation et le progrès. Elle a lancé des initiatives d'envergure nationale dans le domaine de l'éducation aux arts, ainsi que plusieurs autres projets structurants et innovants pour le milieu des arts et de la culture en francophonie canadienne et acadienne. Le projet La Ruchée en est un bel exemple. Marie-Christine s'est jointe à la Fédération culturelle canadienne-française, la FCCF, à titre de directrice générale en 2018. Basée à Ottawa, la FCCF compte parmi ses membres des organisations nationales représentant le théâtre, les arts médiatiques, les arts visuels, la chanson et la musique, l'édition, un regroupement pan-canadien de diffuseurs des arts de la scène, une alliance de radios communautaires ainsi que des organisations provinciales et territoriales qui se consacrent au développement culturel en français partout au Canada. Elle est assise aujourd'hui à l'aéroport d'Ottawa parce qu'elle avait plusieurs rencontres à prendre imprévues et prévues et doit aussi prendre un vol tout à l'heure. Bienvenue et merci Marie-Christine. Frédéric Julien parcourt le milieu des arts et de la scène depuis de nombreuses années à titre de gestionnaire, de chercheur et d'activiste. Frédéric dirige les activités de recherche et de développement auprès de l'Association canadienne des organismes artistiques, mieux connue sous le nom CAPACOA, depuis 2010. À ce titre, il a dirigé ou publié des recherches sur des sujets tels l'importance de la diffusion, ou encore signes vitaux, art et appartenance, et aussi les artistes autochtones et Wikidata, et il y en a plusieurs autres. Frédéric est aussi un bénévole engagé. Au cours des dernières années, il a notamment animé le groupe d'intérêt artsdata.ca et a coprésidé la Coalition canadienne des arts et a aussi été membre de Arts Health Network Canada. Entre 2018 et 2023, Frédéric a dirigé l'initiative Un avenir numérique lié, qui a favorisé la découvrabilité numérique et une transformation axée sur les données des arts de la scène, aujourd'hui connue sous le nom de Arts Data et l'écosystème de données ouvertes liées. Et finalement, Grégoire Gagnon est un gestionnaire, professeur et musicien. De la scène à la classe aux salles de réunion, Grégoire cherche à promouvoir l'accessibilité aux arts et à la culture. Entre autres, il est présentement le directeur général du Conseil des ressources humaines du secteur culturel et le président de la Société de guitare d'Ottawa. Dans tous ces rôles, il vise l'épanouissement et la valorisation du travail de tous et toutes. La carrière de Grégoire se manifeste sur 3 volets: interprétation,
pédagogie et gestion. Il compte 20 ans de production artistique, 15 ans d'enseignement et plus de 10 ans comme gestionnaire. Des planches de la scène à la salle de classe, aux salles de réunion, il s'applique à faire avancer la cause de la culture avec des approches concrètes à titre d'apprenant à vie. Bienvenue Grégoire, bienvenue Frédéric et merci à vous trois d'être là aujourd'hui. On va tous être des apprenants, puis on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Alors, sans plus tarder, j'invite Marie-Christine à débuter. Merci beaucoup, Lise. Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Quelques visages connus parmi ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Alors vraiment, merci de l'invitation. Écoutez, moi, je vais commencer en disant que je vais donner un bref contexte, puis vous donner vraiment une perspective de gestion par rapport à cette fameuse pandémie, ce qu'on a mis en place, puis ce qui nous sert encore aujourd'hui, qui nous a servi de tremplin, en fait, pour se projeter dans l'avenir. Donc, je commence avec une brève mise en contexte. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. On sait tous comment c'est. Oh, pardon, je suis désolée. Ça va peut-être se passer à quelques reprises. Donc, je disais que la pandémie nous a coïncidé. Vous m'entendez bien quand même? Ça va? Moi, je l'entends très bien, mais c'est va. Donc, la pandémie a coïncidé avec l'approbation du plus gros projet que la FCCF a jamais porté. Lise en a parlé un peu plus tôt tout à l'heure en me présentant, c'est le projet La Ruchée. C'est un projet qui visait le développement de services d'accompagnement pour les enseignants en art en français à travers le pays. Je dis ça parce que ce projet-là, évidemment, a dû être complètement configuré pour pouvoir se passer uniquement en ligne. Pendant les 2 ans qui étaient prévus au projet. Mais on a fait énormément d'apprentissage à travers ce projet-là, puis c'était un peu comme le microcosme de ce qui était pour se passer aussi à l'intérieur du réseau et à l'intérieur même de la boîte, de la FCCF. Donc, je le mets en contexte parce que c'est un projet déjà qui nous donnait le vertige, puis je vous dirais que c'était un double vertige quand on a réalisé qu'il fallait convertir tout ça pour que ça se passe complètement en ligne. Donc, la pandémie arrive, évidemment, il y a énormément d'inquiétudes palpables dans le réseau, chez les employés, au sein de nos équipes, dans le réseau, chez les partenaires. Donc, on doit, je dirais, donner une espèce de souffle, de courage à tout ce monde-là pour permettre que les activités continuent. Puis, je pense qu'une des premières choses qu'on a fait, c'est d'augmenter les communications directes avec ces gens-là. Donc, on a augmenté les communications, puis on vivait dans un monde qui n'était pas très prévisible. Donc, on a comme mis de la prévisibilité dans les choses dans lesquelles on avait le contrôle. Donc, par exemple, on a institué une réunion hebdomadaire. D'habitude, on se voyait de façon bi-hebdomadaire, hebdomadaire, mensuelle avec le réseau. Donc, on a mis comme ça des points d'ancrage, des choses qu'on avait l'impression qu'on avait le contrôle dessus. Donc ça, je dirais que ça a été une clé pour être vraiment en contact avec les gens et puis vraiment aussi prendre la mesure de comment les gens réagissaient au stress de tous ces changements-là qui étaient occasionnés. Parce que, bon, on sait, les personnes ne réagissent pas de la même façon. Ça ne se manifeste pas de la même façon. Donc, moi, comme gestionnaire, ça me permettait d'avoir le pouls de ce qui se passait à l'intérieur de mes équipes, à l'intérieur de mon réseau, à l'intérieur avec mes partenaires aussi pour pouvoir adapter ma façon de gérer ou ma façon d'entrer en contact avec cette personne-là de façon plus précise, plus adaptée. Donc, je disais, nous, on s'est vraiment mis dans l'action. On aurait pu avoir le réflexe de dire on attend puis on regarde ce qui se passe. Nous, on s'est vraiment mis tout de suite c'est comme si c'était une sécurité pour nous de dire, OK, on va faire en sorte que les projets continuent. On va faire en sorte de réviser nos façons de faire pour travailler plus étroitement avec les gens. Puis on s'est dit, on va créer des emplois. On est un employeur, on va créer des emplois. Donc,
Donc, on a fait travailler nos gens sur des projets. On a été chanceux, le secteur a bénéficié de fonds d'urgence qui a permis de mettre les gens au travail. On est même allé chercher, nous, justement, dans ce projet La Ruche-là, 21 stagiaires, donc étudiants, parce qu'on sait que les jeunes ont été frappés par cette pandémie-là de plein fouet au début de la pandémie. Donc, nous, on s'est dit, on va les employer, puis on va les amener dans nos équipes de projet. Donc, on a vraiment employé des gens. On a vraiment regardé nos façons de faire pour s'assurer que l'argent qui était disponible dans nos projets s'en aille dans le secteur qui avait énormément besoin. Donc, on s'est mis à embaucher des photographes, des graphistes, tout ça qui venait du réseau pour s'assurer que l'argent s'en allait dans les bons canaux pour appuyer nos gens. Puis évidemment, ben, qui dit projet, dit embauche. Donc, on s'est mis à embaucher des gens, puis on s'est mis à embaucher des gens, je dirais, avec des compétences pas nouvelles, mais disons un follow spot sur des compétences plus précises étant donné le contexte. Puis, ces nouvelles ou ces personnes-là qui ont été embauchées, moi, je les regarde maintenant parce que la plupart d'entre elles sont encore à l'embauche de la FCCF et ces compétences-là nous servent encore aujourd'hui. Puis moi, je parle de créativité, je parle d'autonomie, je parle de la fameuse bienveillance. On a parlé beaucoup de bienveillance pendant cette pandémie-là, mais des gens qui, en anglais, il y a un très beau mot, là, le care, le caring. Moi, j'embauchais, j'essayais de trouver des gens qui avaient cette qualité-là, parce que cette qualité-là a fait en sorte que les gens voulaient continuer à partager et à collaborer ensemble, puis ça crée une espèce d'effet très, très positif à l'intérieur d'une équipe. C'est beaucoup plus facile par la suite de déployer des stratégies pour encourager la collaboration. Donc ça a été très, très important. Et évidemment, des personnes qui étaient prêtes à mettre l'effort justement pour que cette collaboration-là, qui se faisait nécessairement à distance pendant une bonne période, puisse continuer à se faire. Donc, on a révisé nos processus internes. On a fait en sorte, par exemple, que le côté finance soit gérable à distance, ce qui n'était pas le cas encore à la FCCF, en tout cas pas dans toutes les activités des finances. Donc, il a fallu faire des ajustements à ce moment-là. Et on s'est donné comme modus operandi, comme équipe, de faire des apprentissages. On s'est dit, on va devenir une organisation apprenante entre nous et avec le réseau. Donc, quand on essayait quelque chose, parce que c'était un contexte c'était pas un contexte qu'on connaissait, c'était pas un contexte avec lequel on était familier ou familière. Donc, on s'est dit, on se donnait des courtes périodes d'essai. Donc, on se disait, par exemple, OK, par exemple, la réunion d'équipe aux semaines. Donc, on va faire une mise à l'essai pendant le prochain 8 semaines et on se parle après le 8 semaines. On refait le point sur ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, puis on voit si ça correspond. Fait que ça a été fait, puis je dirais dans toutes sortes d'activités. Là, on s'est donné des étapes, moi j'appelle ça du prototypage de solutions, là, du prototypage de solutions très concrètes dans nos équipes, puis ensuite de ça, une espèce de retour. Puis si ça continue de faire l'affaire, ben on poursuit. Sinon, on change de trajectoire. Puis ça, je trouve que ça a été très, très bien accueilli du côté des employés parce que ça donnait encore une fois une certaine prévisibilité, ça donnait un point d'ancrage aux gens, puis une façon de s'approprier aussi la mise en œuvre de la solution parce que souvent, on a l'impression qu'il faut avoir toutes les réponses. Là, comme gestionnaire, ce n'est pas le cas. Souvent, il y a une intelligence dans le groupe très, très importante à laquelle on peut se référer. Puis cette façon-là de faire a permis de faire ça. Donc, en mode action, en mode collaboration, ça a été l'autre grande je dirais, lignée ou virage qu'on a fait. Donc, évidemment, la FCCF maintenant a une équipe, on travaillait déjà à distance, mais disons que ça a accéléré le processus. Maintenant, moi, j'ai 19 employés et là-dessus, j'en ai 4 qui sont dans la région d'Ottawa-Gatineau. Le reste
travaillent à distance. Ça va de Kamloops jusqu'à Bouctouche au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis sur 3 fuseaux horaires avec mes équipes. Tout le monde tout le monde, on a mis en place une politique de télétravail, on a tous les outils pour pouvoir travailler à distance, puis on a déployé des façons de faire dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais tout ça pour dire qu'on a vraiment fait en sorte que ça fonctionne à distance pour les employés avec les bons outils et avec évidemment des tests essais-erreurs parfois sur certains outils collaboratifs pour justement accroître je dirais, les prétextes pour se parler de façon régulière dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Donc, et puis ça, c'est vrai avec le réseau aussi. Et c'est vrai aussi avec des partenaires parce qu'on a vraiment ouvert la porte. Nous, ça nous a vraiment permis d'ouvrir très grande la porte à toutes sortes de moyens de collaborer avec l'externe. Je vais vous parler de deux outils qu'on a développés pour répondre à différents besoins, mais 2 outils vraiment innovants. Puis je ne suis pas certaine qu'on aurait développé ces outils-là si ça n'avait pas été de cette période de crise-là. Fait que parfois, il y a des éclaircies en temps de crise parce qu'on développe des choses qu'on n'aurait pas autrement fait ou en tout cas pas à la même vitesse. Donc, 2 outils. Le premier qui est le Hub des solutions. C'est un genre de plateforme qui est ouverte aux membres de la FCCF et à l'équipe interne de la FCCF. Et ça répondait aux besoins du réseau de vouloir s'échanger des bonnes pratiques, des outils, pouvoir poser des questions rapidement et puis avoir des réponses des collègues. Donc, ça, on a déployé ça sous forme de prototype. Puis là, on est en train de travailler à une version, je dirais, plus aboutie de ce hub des solutions-là. Mais vraiment, je pense que c'est comme si on avait besoin de structurer les échanges qu'on avait avec notre membership. Et ça a permis l'échange puis toutes sortes de conversations sur toutes sortes de sujets. Le deuxième outil qui est vraiment, je dirais, plus éclaté, c'est un outil qui s'appelle Air Ouverte. Air Ouverte, c'est une plateforme de bureaux virtuels. Alors, c'est on appelle ça dans le jargon un métavers. Et nous sommes le premier pays qui s'est construit dans un métavers sur cette plateforme-là, Air Ouverte. Et ce qu'on a fait, c'est on a reproduit des lieux culturels ou surtout des lieux culturels dans chacune des provinces et territoires du Canada. Alors, vous arrivez dans cet espace-là virtuel et avec votre avatar. Et vous pouvez vous promener à l'intérieur du Canada, vous pouvez rentrer dans tous les espaces et faire croiser des gens qui sont aussi en ligne en même temps que vous en temps réel. Alors, ça reproduit un peu je dirais, cette tendance-là là, qu'on a à aller se parler sur le coin de la machine à café. Donc, ça reproduit l'instantanéité des échanges, pourvu que les gens, évidemment, soient en ligne au même moment que vous, là, mais vous allez passer devant la personne, la caméra va ouvrir. Si la personne est disponible, vous pouvez échanger en temps réel. Donc, nous, ça nous a permis d'ouvrir tout un champ de collaboration avec des gens du réseau, mais même à l'extérieur du réseau. Donc, les membres de nos membres et à l'intérieur de bureaux virtuels. Donc, pour plusieurs employés, ça a été extraordinaire parce que ça permettait ces échanges-là spontanés qui se passent quand on est dans un espace de bureau pour vrai. Donc, ça, c'est une initiative qu'on a mis de l'avant. Puis maintenant, on a toute une programmation pour animer ces espaces-là virtuels, faire en sorte qu'il y a des rendez-vous, il y a des spectacles, des conférences, des ateliers. On tient beaucoup, nos rencontres d'équipe se passent sur cette plateforme-là maintenant, nous. Donc, vraiment, vraiment une belle innovation qui a permis justement de découvrir une nouvelle façon de collaborer ensemble. Je vais terminer avec opportunité parce que, comme je vous disais, je pense que cette pandémie-là a accéléré notre façon
de travailler ensemble, de collaborer, nous a poussé à trouver des nouveaux modèles, des nouvelles façons de faire, nous a rapprochés un peu, nous a sensibilisés, puis sensibilisés dans le sens de devenir sensible aussi comme gestionnaire aux besoins des gens d'interagir ensemble. Je pense que l'opportunité que ça nous a donné, c'est vraiment de trouver des efficiences, de re-questionner les moments où on est ensemble et ce qu'on discute dans ces moments-là. Nous, ça se passe en majorité en virtuel, mais il y a quand même des occasions qu'on a d'être ensemble, puis ça, sont très riches, sont importantes, puis on veut qu'elles demeurent. Mais ça nous pousse à vraiment choisir ce qu'on se dit. L'importance de ce qu'on se dit quand on est en personne, ça, c'est vraiment, je dirais, quelque chose auquel on a été très, très sensibilisés dans les dernières années. On a aussi, je dirais, une autre... moi, j'ai réalisé l'importance d'être bien entourée. D'être bien entourée, moi, comme gestionnaire, mais d'être bien entourée avec les gens de mon équipe, avec les gens de mon réseau, avec les gens de ma gouvernance. Donc, vraiment, cette sensibilité-là en temps de crise, ça nous montre à quel point cet élément-là est fondamental si on veut en sortir grandi. Et l'importance je dirais, de comprendre, on ne voit plus de la même façon la gestion du changement. Nous, on l'a même intégré à nos pratiques. Ça fait partie du développement professionnel continu des employés, cette gestion du changement-là, parce que nous, comme membre d'une équipe, on est en train de changer nos façons de faire. On est face au changement, mais on doit aussi être agent de changement dans un réseau, puis Alors, c'est important qu'on soit conscient des mécanismes, des réactions, des peurs, des craintes, des gens avec qui on va vouloir travailler ou des gens qu'on va vouloir mobiliser dans l'avenir. Donc, cette composante-là est devenue très, très importante. Puis on n'est pas juste en train de dire que c'est important la gestion du changement, on est en train de se former puis s'outiller à ça. Et je dirais l'importance, puis je finirai avec ça, d'être une organisation apprenante. Puis être une organisation apprenante, ça veut dire d'accepter qu'il y a des erreurs. C'est d'accepter le fait que ça ne fonctionne pas du premier coup. C'est d'accepter le fait qu'on va tenter des choses ensemble et que peut-être on va se tromper, mais on va apprendre de ça. On va capitaliser sur l'intelligence collective du groupe et on va pouvoir ensuite de ça pivoter si c'est nécessaire, réinventer un peu la façon de faire. Mais je pense que quand tous les gens veulent que ça fonctionne, sont orientés vers des solutions, vers des façons créatives de voir les choses avec une ouverture, une vraie ouverture, je pense qu'on peut faire des grandes choses. Puis, je dirais en terminant que la FCCF, nous, on a grandi dans cette période-là. Ça nous a permis de nous propulser même, j'irais même jusqu'à dire ça, et de réaliser des grandes choses, de mobiliser des gens comme on n'aurait jamais pu auparavant le faire. Alors, ça a vraiment été un moteur dans l'urgence, dans le courage, mais un moteur. Alors, parfois, des grands changements qui se passent dans nos organisations, c'est vraiment une façon de se déployer plus largement avec un espoir renouvelé puis un courage renouvelé. Alors, voilà. Merci. Merci Marie-Christine. C'est une source d'inspiration de t'entendre expliquer à quel point le grand défi qu'a été la pandémie a finalement été quelque chose fort utile et même très fructueux pour la FCCF et ses membres. Donc, de belles leçons apprises. La notion d'être apprenant, un organisme apprenant et des prototypes de solutions aussi, je trouve que c'est formidable d'entendre ce genre de réflexion-là. Merci du partage. Si vous voulez, je vais peut-être prendre les questions tout de suite. Je pense que Frédéric, tu avais la main levée. Est-ce que tu avais une question, un commentaire ou j'ai peut-être mal... Non, j'ai juste applaudi.
Ah, OK, j'ai pas bien vu ton acronyme. Maintenant, j'aime beaucoup l'idée de air ouverte. J'imaginais pendant que tu décrivais ça qu'on aurait tout un avatar aujourd'hui puis qu'on se serait promené dans les bureaux du conseil et du réseau. Ça aurait pu être intéressant comme, comme forum. À l'avenir, sûrement que ça sera Je vous utile. donne l'adresse dans l'espace chat, puis vous passez quand vous voulez. Les bureaux sont ouverts. OK. Wow, ça c'est le fun, absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires ou des questions à poser maintenant? Je vous invite à poser vos questions. Quelqu'un? Nicole, oui, allez-y. Merci beaucoup, Marie-Christine. Français, c'est ma deuxième langue, alors j'ai une question juste pour clarification. Est-ce que le programme Air ouvert est quelque chose que tu as développé ou bien tu as adopté pour votre... Adopté, comme tu dis, parce que c'est une plateforme qui existe déjà. C'était une plateforme qui était utilisée au Québec avec certains joueurs de l'industrie de la musique, entre autres. C'est comme ça que ça a parti. Puis nous, on a contacté les développeurs, puis on s'est mis à vouloir recréer, nous, des espaces, puis d'élargir ça à travers le Canada aussi. Donc, la plateforme existe. Air Ouverte, c'est une plateforme existante, puis nous, on a construit nos bureaux virtuels, si tu veux, sur cette plateforme-là. Donc, Oh, donc, c'est wow. pas nous qui alimentons la plateforme. Sur le plan technologique, là, c'est pas nous qui alimentons la plateforme. C'est un outil qui existe. Parfait, merci. Super, super. OK, merci. Alors, on a Victoria qui a dû quitter, mais on a aussi une nouvelle participante, Valérie. Valérie Picard. Est-ce que Valérie, vous pouvez nous dire avec quel organisme vous fonctionnez? Salut, je sais pas si vous m'entendez. Pas beaucoup, non. C'est très faible. Ça va. Je vous laisse ajuster votre volume, Valérie, peut-être avec l'aide d'Accent, si tu peux l'aider avec ça. Et on va procéder alors avec la présentation de Frédéric, qui est notre deuxième membre du panel aujourd'hui. Bienvenue encore, Frédéric, et je te laisse poursuivre. Et je crois que Frédéric aura des diapositives à partager à l'écran. Merci, Frédéric. Merci encore, Tout à Marie. fait. Merci, Lise. Alors, je me lance. Pour moi, la question qui nous était posée, qu'est-ce qu'on a appris pendant la pandémie qui s'avère toujours utile aujourd'hui, en est une qui m'a vraiment fait réagir. Parce que pour moi, ce qui a été vraiment évident pendant la pandémie, c'est qu'il y a des problèmes des fois qui sont vraiment juste trop gros pour que un seul organisme, même si c'est une fédération bien organisée, pour qu'un seul organisme puisse espérer à lui seul effectuer un changement ou apporter une réponse adaptée à cet enjeu-là. La plupart des enjeux qui sont les plus saillants, les plus importants pour notre secteur sont des enjeux de niveau systémique. Et ce sont des enjeux pour lesquels il faut qu'on apporte des réponses collectives, qu'on vise un impact collectif. Je vais vous donner trois exemples de collaboration qui visaient un impact collectif. D'abord, la Coalition canadienne des arts. Ensuite, on va parler du regroupement d'organismes de services aux arts en réponse à la COVID-19 que Cassandra connaît puisqu'elle participe à nos rencontres dorénavant. Et enfin, le projet Arts Data. Chacune a des stratégies différentes de collaboration. Dans le cas de la coalition, on va parler de gouvernance décentralisée. Dans le cas des organismes de services, c'est une approche de projet collaboratif. Puis dans le cas du projet Ars Data, une leçon personnelle de apprendre à lâcher prise. Donc, la Coalition canadienne des arts, la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissez déjà la Coalition canadienne des arts. C'est un regroupement de représentation politique à l'échelon fédéral. La Coalition canadienne des arts fonctionne avec zéro financement public. Elle est financée par les deniers des organismes qui contribuent des ressources financières.
mais il n'y a pas de ressources humaines dédiées. Par contre, à l'époque où moi j'étais où je faisais du bénévolat au sein de la Coalition canadienne des arts, on avait par contre un objectif commun qui ralliait beaucoup de gens, c'est-à-dire augmenter le financement du Conseil des arts du Canada. Cette coalition-là, en 2013, a connu une période de crise à la suite du départ des deux coprésidences. Donc, la coprésidence en soi était une stratégie qui visait à avoir une continuité, mais quand les deux partent ensemble, ça laisse un organisme un peu plus faible. Mais à l'époque, même si des gens se demandaient, ben, est-ce qu'on devrait mettre la coalition en dormance? On était sous un gouvernement conservateur. On ne semblait pas voir la fin de cette période plus sombre, mais il y a quand même eu une poignée de bénévoles qui ont décidé, OK, on veut nous continuer à travailler ensemble et faire des choses quand même. Et on a notamment fait en 2013, au lieu de faire une journée des arts sur la colline à Ottawa, on a décidé d'avoir un événement décentralisé sur une période de 1 mois en ligne et on a réussi quand même à susciter un impact considérable. Je n'ai pas réussi à retrouver nos statistiques exactes parce que le site a changé depuis et j'ai perdu accès à beaucoup de choses, mais on avait eu quand même un engagement en ligne qui était considérable à l'époque. Et donc, notre travail s'est poursuivi et en 2016, comme on avait réussi à rallier plusieurs intervenants derrière un même message, on a obtenu ce qu'on demandait, c'est-à-dire que le financement du Conseil des arts du Canada soit doublé. Vous avez sûrement entendu Simon Brault dire que c'est grâce à lui que ça s'est produit. Oui, c'est grâce à lui, mais pas uniquement grâce à lui. Ça a été un travail d'équipe de plusieurs bénévoles. On n'arrive pas à obtenir un changement de cette envergure-là tout seul, contrairement à ce que des gens peuvent essayer de vous faire croire. Un autre exemple de projet que j'avais personnellement très à cœur. Donc, en 2018, 2017-2018, on a eu, avec le mouvement MeToo, des différentes situations de crise qui ont émergé au sein d'organismes artistiques parfois très réputés. Et clairement, il nous est apparu que ça prenait une réponse sectorielle à ce problème-là, que de laisser ce problème-là dans les mains de chaque organisme, c'était pas ça qui allait amener les changements de comportement souhaités. On s'est regardé entre nous, puis on s'est dit, ben, il n'y a personne, la coalition d'abord elle-même ne pouvait pas organiser une réponse à ce problème-là. Les différents organismes autour de la table, personne n'avait le mandat de le faire, mais on s'est dit, il y en a un qui aurait le mandat, ça serait le Conseil des ressources humaines du secteur culturel. Et on a choisi d'un commun accord, avec l'accord du Conseil des ressources humaines du secteur culturel, de faire du lobby pour que le gouvernement soutienne une initiative de réponse collective aux problèmes via le Conseil des ressources humaines du secteur culturel et ça a super bien fonctionné. Le Conseil des arts du Canada et Patrimoine canadien ont embarqué et ça a donné le lieu à l'initiative de milieu de travail respectueux qui est toujours en cours. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller sur ce site web-là, il y a une tonne de ressources là-dedans. Et de notre côté, nous, on a intégré notamment le code de conduite dans les arts de la scène à nos contrats chez Capaqua. Maintenant, ça fait partie de conditions qui sont annexées à tous nos contrats, que ce soit des postes à temps plein ou des contractuels. Pourquoi est-ce qu'on a réussi avec la Coalition canadienne des arts? C'était grâce d'abord, j'ai mentionné le fait qu'on avait un objectif commun, ce qui est représenté sur le schéma ici par le magnet, l'aimant qui nous relie, et donc qui fournit un peu une vision partagée, mais on a vraiment fonctionné avec une stratégie de gouvernance de type constellation. C'est-à-dire qu'on avait un comité directeur qui offrait une gouvernance d'ensemble, mais dès qu'on tombait dans l'exécution des stratégies, on avait des sous-comités auxquels les tâches étaient déléguées dans une confiance totale avec une compréhension que ce qui était remis par le sous-comité serait normalement accepté tel quel sans remise en question des contenus.
Et c'était une condition nécessaire pour arriver à faire le travail. Il fallait qu'on puisse déléguer de façon efficace, puis se faire confiance. Les sous-comités n'étaient généralement pas très, très gros. 2, 3 personnes tout au plus qui travaillaient ensemble et qui ensuite ramenaient les livrables au comité directeur qui, normalement, avait uniquement à avaliser ce qui était proposé. Je n'ai pas trouvé de sources en français sur cette approche de gouvernance-là, mais il existe quand même plusieurs ressources en anglais. Autre exemple, le regroupement des organismes de services aux arts en réponse à la COVID-19. Quand la COVID est arrivée, ça a été la plus grosse crise qu'on avait jamais connue dans le secteur culturel et pas uniquement le nôtre, mais je vous dirais que dans le secteur du spectacle, ça a frappé vraiment, vraiment fort. Moi, j'ai vu mes collègues à gauche, à droite se lancer dans des sondages, des petites enquêtes de petite envergure uniquement auprès de leurs membres et chacun avait des réponses à la COVID qui étaient individuelles. J'ai dit, wow, minute, on peut-tu d'abord, se doter d'outils de sondage qui peuvent rendre un sondage réutilisable, partageable? Vous demander le consentement à vos membres d'abord pour partager vos informations. On s'est organisé aussi pour avoir une veille statistique, puis se répartir un peu les rôles. J'en ai pris beaucoup sur mes épaules, mais il y avait quand même une compréhension que ce qui était fait par Capacoa était fait au nom de la collectivité, puis qu'on partageait, on donnait un accès complet à tous nos fichiers de travail dans cette veille statistique-là. Il y a eu des gros projets collaboratifs comme l'enquête nationale sur les répercussions dans le secteur culturel. Ça a pris du temps pour qu'on arrive à ce stade-là de se faire confiance puis de travailler ensemble. Mais la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un petit sondage avec 200 réponses au mieux, on a réussi à en avoir 2000. Donc, en termes de valeur statistique puis de capacité d'aller de façon granulaire dans les données, on a eu quelque chose qui était nettement supérieur à tout ce qui avait été produit auparavant. Par ailleurs, on a organisé, par exemple, des séries de webinaires sur le retour des publics en salle. Donc, on a invité des experts qui avaient été recueillir de la donnée sur les retours des publics en salle. Et comme on a fait ça ensemble, on a partagé le fardeau d'organisation des contenus, de préparation des contenus, d'animation, mais aussi au niveau de la promotion, en ayant plusieurs organismes de services qui faisaient la promotion d'une même série de webinaires. On a pu aller chercher sur 3 webinaires plus de 600 participants, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on aurait pu obtenir individuellement. Donc, comment ça a été possible en se répartissant la tâche, parfois en mettant en commun nos ressources humaines et nos ressources financières. Si je pense à l'enquête collective nationale qu'on a faite, elle avait été menée par Orchestre Canada, mais avec des contributions financières de chacun des organismes de services aux arts, mais avec un petit comité aussi qui aidait à définir les questions qui seraient posées. Mais ultimement, ce qui a permis de réaliser ces choses-là, c'est qu'on a accepté de mettre de côté les dynamiques compétitives. Il y a eu une prise de conscience que souvent nos efforts étaient des coups d'épée dans l'eau parce qu'on n'avait pas individuellement la capacité d'action nécessaire pour créer du changement. Enfin, le projet Arts Data. Donc, un peu plus tôt, Lise parlait de l'initiative Un avenir numérique lié. Cette initiative-là, comme un paquet d'autres, a été rendue possible grâce au Fonds Stratégie numérique qui a été du Conseil des arts du Canada, qui a été lancé bien avant la pandémie, mais qui a soutenu un très grand nombre de projets avant et pendant la pandémie. Ce que moi, j'ai observé, c'est qu'il y avait souvent des projets avec des objectifs ou des portées très, très similaires, mais qui fonctionnaient en silo. Donc, pas du tout une approche collaborative, pas une approche d'impact collectif. L'initiative Un avenir numérique lié, elle, proposait une vision d'un écosystème décentralisé où plusieurs plateformes, plusieurs initiatives soutenues par le Fonds numérique pouvaient éventuellement en venir à partager leurs données. La logique était bonne. Le projet a connu un succès très, très certain. Là. On a eu des grandes retombées. Mais est-ce qu'on a vraiment réussi à susciter une adhésion à cette idée d'une vision décentralisée? Pas autant que j'aurais souhaité.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait d'autres initiatives que la nôtre qui promouvaient des approches similaires, qui étaient aussi greffées au graphe de connaissances Arts Data. Et donc, la solution qui s'est imposée, c'est qu'il fallait mettre fin à l'initiative Un avenir numérique lié telle qu'elle existait, malgré ses grands succès, malgré la crédibilité qu'elle avait au sein du secteur. Il fallait l'abandonner pour remplacer ça par un nouveau projet qui doterait notamment le graphe de connaissances d'une réelle gouvernance collaborative qui s'appelle maintenant le groupe d'intérêt Arts Data. Et ce projet-là vient de recevoir une subvention à croître du Conseil des arts du Canada, ce qui nous assure une aisance financière pour les 4 années à venir. Donc, Ars Data, rapidement, c'est une constellation de plateformes. Je parlais de l'approche de constellation en termes de gouvernance, mais il y a aussi une approche constellation en matière de système d'information. Donc, on recueille de l'information de plusieurs sites web d'organismes, là où il y a une donnée structurée qui peut être récupérée. On récupère des informations aussi d'applications gérées par le secteur. Vous avez peut-être entendu parler de Scène Pro, Scène francophone. On extrait ces informations-là, on les charge dans Ars Data. On retourne des informations en échange. On récupère aussi des données de répertoire de membres. Il y a énormément d'informations utiles dans les répertoires de nos organismes de services aux arts, donc on les valorise. Et on s'appuie aussi, bien entendu, sur d'autres bases de données ouvertes. On ne travaille pas en silo, on réutilise ce qui est déjà présent lorsqu'une donnée de qualité est déjà présente. Et parmi les cas d'usage, nos visées stratégiques en termes de valorisation de la donnée, bien, il y a beaucoup les calendriers culturels. On cherche à faire en sorte que la donnée d'événements soit mise en valeur dans ces calendriers-là. Mais il y a énormément de cas d'usage qu'on n'a pas encore réalisés, notamment auprès du secteur du tourisme, les archives, la recherche, par exemple. Donc, récapitulatif, dans le cas de la coalition, c'est nécessaire de décentraliser la prise de décision, l'exécution aussi du travail. Dans le cas des organismes de services aux arts, pour nous, pour moi, ce qui est sorti de ça, c'est ça vaut la peine de prendre le temps de bâtir des relations de confiance avec des collaborateurs, faire des projets ensemble et des fois accepter de mener un projet au nom des autres sans nécessairement qu'il y ait un retour immédiat. Lorsqu'on donne, généralement, les gens donnent en retour. Si plus tard, on a besoin qu'il y ait un retour d'ascenseur, il va venir si nous, on a fait le premier pas, le premier élan vers la générosité, vers la bienveillance envers les autres. Enfin, dans le cas du projet Arts Data, des fois, il faut savoir lâcher prise, accepter d'avoir peu ou pas du tout de contrôle. Et dans ce cas-ci, ben là, finalement, le projet Ars Data aujourd'hui, il est sous l'égide de Capacoa. Finalement, on a encore du contrôle sur le projet, mais il aurait très bien pu partir dans une autre direction puis ne pas être dirigé par Capacoa. Et moi, dans ma tête, j'avais fait la paix avec ça. Je m'étais dit, ben oui, si c'est quelqu'un d'autre qui le porte le projet, ben je vais y faire confiance puis je vais l'appuyer. Ça, je pense, c'est une condition essentielle de vulnérabilité si on va avoir des projets de collaboration où les gens vont se faire confiance les uns les autres. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Encore, selon moi, une source d'espoir d'entendre que malgré les situations difficiles que tu as présentées avec tes cas d'exemple, des bonnes choses en sont ressorties en raison de l'engagement qui est parti d'un engagement individuel à un engagement collectif. Vraiment, encore là, une source d'inspiration. Merci beaucoup de ce partage fort utile. J'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, quelqu'un? Je fais un petit commentaire. Il y a beaucoup de liens entre le travail, Julien, Frédéric, et Marie-Christine, et ça, et aussi avec ce qu'on a entendu ce fin de semaine passé avec notre communauté dans notre session co-créative. Il y a, je veux dire,
on parlait beaucoup avec nos artistes qui disent on veut plus, on veut savoir plus que tu fais, on veut, on veut rentrer dans le bureau, on veut jaser, on fait ça même si c'est en ligne, on veut faire partie des décisions. Nous, on fait le travail, on veut self-determination, je sais pas comment ça. Mais on veut un place centralisée et décentralisée en même temps. So, c'est juste, il y a beaucoup d'outils qu'on prend peut-être dans les deux présentations. Pas de pression, Grégoire, pour toi la prochaine. Mais qu'est-ce que ça vient? C'est comme du côté national, il y a les mêmes besoins ici, local, et on voit souvent qu'on est plus connecté comme un secteur qu'on pensait. Quand on travaille comme un peu local ou dans notre petit coin, on trouve comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe là ou dans notre province ou nationale ou provinciaux? On est plus connecté qu'on pensait. Des initiatives comme ça, qui peut-être on peut mettre plus en place ici à l'Ottawa, qui va l'aider à être plus provincial et plus fédéral. Absolument. Autodétermination, je pense, Cassandra. Self-determination, autodétermination. On veut être capable de diriger un peu plus puis de faire des choix, finalement. C'est une très bonne observation. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut commenter? Juste une réponse à ce que Cassandra a dit. Oui. La centralisation, ça demande beaucoup de travail. Parce que ça exige d'abord de tout mettre des contenus ou des interactions dans un lieu central sans nécessairement que ces contenus-là aient été mis là pour une raison particulière. On veut qu'ils soient disponibles par défaut, mais le fait de mettre disponible par défaut sans qu'il y ait un besoin particulier, il y a déjà là une perte d'efficacité là-dedans. La centralisation aussi vient avec parfois des enjeux de contrôle, puis en anglais, gatekeeping. Dès qu'on est dans une approche centralisée, il y a des personnes qui ont le contrôle sur le hub au centre et d'autres qui ne l'ont pas et qui se sentent exclus de cette approche-là au centre. Donc, si on veut de la collaboration, parfois l'approche centralisée peut, pas tout le temps, mais dans certains contextes, peut devenir un obstacle à la collaboration. C'est contre-intuitif, mais à cause des enjeux de contrôle, ça peut avoir cet effet-là. Absolument. Oui, et juste pour ajouter, comme on est parlé comme le dernier fin de semaine avec des artistes comme c'est quoi peut-être les services, les programmes de cette nouvelle organisation. Et parce qu'on est beaucoup des artistes individuels pendant la fin de semaine, ils parlaient beaucoup de je veux comme un one-stop shop. Et quelqu'un me dit en français comme j'ai oublié. Parce que comme j'ai nouveau artiste, je viens de la ville, je vais arriver à une place pour voir comme qu'est-ce que je fais. Et c'est pas la première temps qu'on a entendu ça dans la communauté. C'est, moi aussi, quand je rentre au épicerie ou je rentre comme dans ce quartier, moi aussi, je veux comme tout ça dans la même place. Mais on est une petite équipe, on est quelques ressources, mais on est une équipe et on a des ressources. So, parce qu'on est déjà centralisé. So, c'est comment qu'on peut trouver de décentraliser dans notre centre. Je parle un peu dans un cercle, mais c'est ça que l'opportunité peut-être. Et il y a des beaux petits fleurs, des gemmes qu'on peut prendre pour ce travail. Oui, merci Cassandra. Je vois que tu as la main levée, Marie-Christine, ton tour. Oui, mais je voulais peut-être réagir à ça. Une des choses qu'on a fait, nous, pour s'assurer que ça réponde aux besoins des usagers, ça a été de créer, nous on a appelé ça des cellules de co-création, c'est-à-dire qu'on a pris des usagers, on les a mis au centre de la démarche, puis on s'est assuré que ça répondait aux besoins de ces usagers-là. On a fait aussi toutes sortes de mises à l'essai avec, dans le cas de plateformes, là, des bêta-testeurs, c'est-à-dire du monde qui s'en vont tester certaines fonctionnalités d'une plateforme, tout ça, pour s'assurer que ça réponde vraiment bien. Puis ce que ça fait, au-delà du fait de se connecter vraiment aux besoins, ça crée aussi ça aide les utilisateurs à s'approprier la démarche, puis à créer ce que moi j'appelle la bidirectionnalité, là, c'est-à-dire que c'est pas tout cuit dans la bouche pour les utilisateurs. Les utilisateurs aussi contribuent à alimenter cette plateforme-là parce que c'est plus ou moins réaliste.
tu sais, je vous entends là, parler de la taille des équipes, de la capacité à l'interne. Je veux dire, on est tous et toutes dans cette situation. Fait qu'il faut quand même créer des bêtes qu'on est capable de faire survivre. Ça, c'est une façon que nous, on a trouvé parce que je dirais, ça alimente le désir aussi de ces gens-là de contribuer à la richesse des contenus qui se trouvent, qui sont partagés ou qui sont. Donc, puis de vraiment amener une conversation parce que si on est uniquement dans une logique d'offrir un service statique à un auditoire qui est captif, plus ou moins captif, ben ça met beaucoup, beaucoup de pression sur l'équipe qui alimente ça, là. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a trouvé, nous, à faire. Fait que des techniques comme le design thinking, des cellules de co-création, tout ça, ça nous a aidé à faire en sorte que ça ne se repose pas juste sur les équipes de la FCCF, mais que ce soit dans les deux sens avec les utilisateurs. C'est beaucoup plus inclusif aussi. On se sent inclus quand on fait partie du processus, n'est-ce pas? Merci Marie-Christine, un excellent point. Je veux mentionner avant de poursuivre que Valérie Picard nous joint à partir du Conseil des arts de Hearst. Bienvenue Valérie. Alors, sans plus tarder, Grégoire, je me tourne vers toi. C'est ton tour de nous présenter tes idées, vos vécus avec le Conseil des ressources humaines du secteur culturel. Merci Grégoire. Tu peux procéder. Bonjour tout le monde. Alors c'est ça, j'ai plein de choses à partager. Et depuis tantôt, je me mords la langue. C'est vraiment en toute humilité que je parle après ces deux grands du secteur. Il y a tellement de choses qui ont été dites. J'ai le goût de commenter surtout. Alors je me suis retenu, mais j'ai dit, il y a un petit quelque chose que je sens le besoin de partager. J'avais préparé quelque chose, mais je vais juste bifurquer légèrement. Parce que tu as eu tellement de commentaires sur je veux dire, le leadership, la gestion du changement, gestion de crise, décentralisation, tout ça. Fait que j'ai ressorti un autre élément de présentation qui fait partie d'un projet qui a été mené avec le Réseau des villes créatives du Canada. On a plus l'habitude de le dire en anglais, Creative City Network of Canada. Justement, qui parlait de la gestion de crise et la pandémie et l'impact sur les organismes. Et juste parce qu'on parlait de décentralisation, euh, c'est pas toujours facile de savoir à quel niveau il faut décentraliser ou tout simplement dire ben, je prends la balle et je cours avec. D'avoir plus de monde qui décide, c'est certainement plus démocratique, mais ça veut aussi dire que ça prend un peu plus de temps d'avoir le buy-in, pardon les expressions en anglais. Euh, et à travers la pandémie, on avait recueilli des histoires de succès et c'était tellement souvent le nous qui ressortait lorsque les gens parlaient des succès. Nous avons fait ceci. Il y avait de la collaboration, il y avait un sens de communauté qui est ressorti. Il y avait très peu d'histoires qui avaient été contribuées dans ce projet-là, qui parlaient au jeu. Et souvent, quand c'était le jeu, c'était quelqu'un qui parlait à titre d'artiste individuel qui a décidé de se virer de bord. Mais je trouvais ça très beau, une belle marque d'humilité de dire nous avons besoin de cohabiter, coexister. Et le leadership, justement, qui en ressort, euh, les quatre grands styles de leadership de Hersey et Blanchard, en tout cas, mon petit côté académique ressort toujours. Diriger, vendre, participer ou déléguer, c'est quatre styles qui peuvent avoir beaucoup d'impact, mais au bon moment, si c'est mal utilisé, ça fait juste faire foirer la chose. Et j'insère ici une petite anecdote ou dire comique. Un de mes collègues, Louis, a souvent dit, si c'est plus de trouble être organisé que d'être désorganisé, aussi bien de fonctionner de façon désorganisée. Et c'est le graphique tantôt que Frédéric a partagé qui avait ordre et chaos. Et cette ligne-là peut être tellement importante de dire, OK, maintenant on a besoin de s'organiser. Il y a un vieux forming, storming, norming, forming. Alors, la formation, l'espèce de tempête, OK, ben là, faut mettre les choses au clair, le norming, et après ça, on va performer. Mais c'est tellement, je veux dire, c'est une étape nécessaire d'avoir cette espèce de petit chaos-là avant de dire, OK, faut s'organiser. Bon, fait que je voulais juste partager ces petites affaires-là comiques. Mais la gestion du changement dont il a été question à travers toute la pandémie, il y avait toujours des trucs qu'il fallait considérer. Et j'aime bien
Pardon, j'essaie de retrouver la bonne diapo. C'est ça. J'aime bien cette suite-là où on voit une progression dans quelconque crise ou problème ou défi qui se présente à nous. Ce qui s'est passé avant, il y a un déclenchement, le déroulement, la stabilisation. Mais pour passer de déroulement à stabilisation, il y a trois éléments, je pense, qui sont vraiment importants à identifier. Puis il y a un lien avec ce que les deux autres ont dit avant. Donc, l'ampleur, il faut vérifier c'est quoi l'ampleur de la crise, la profondeur et la temporalité. Souvent, on était aux prises avec la temporalité, c'était pas clair combien de temps on serait pris avec des mesures ou des ouvertures. Mais le lien avec je veux dire, l'approche système ou collaboratif dont les deux parlaient avant, c'est que devant un problème systémique, ça nous prend une réaction systémique. Et devant un problème collectif, il faut être prêt à s'unir pour pouvoir l'adresser. Alors, je voulais juste partager ça brièvement, que ça faisait pas partie de mon script initial. Donc, je vais arrêter celui-là pour revenir à... Oh, pardon. Bon, on va sortir de ça et je vais remettre, en fait, là où j'étais supposé d'aller. Voici. Mais c'est ça, il y avait trop de belles choses qui ont été dites. J'ai dit, ah, j'ai envie de parler de ça quelques instants. Euh, donc, c'est ça le début de notre de ce panel-ci, puis l'invitation, c'est ça, des stratégies pour relever les défis post-pandémiques. Là, on a entendu une approche très gestion et organisationnelle avec la FCCF, puis d'autres choses un peu plus larges, sectorielles de Capacoa. J'ai pris vraiment la vue d'ensemble du marché. Je pense que ce pas une grande surprise du CRHSC, mais bon, ça, on connaît déjà, on connaît lui. Euh, mais c'est ça, je voulais parler aussi que les défis de la main-d'œuvre culturelle, ça existe à l'intérieur d'un contexte. Et le contexte, que ce soit les développements sociaux ou le contexte micro ou macroéconomique, ça n'existe pas dans un vide. Alors, faut considérer ça. Et défis et problèmes ne sont pas nécessairement synonymes de fatalité. On a identifié un problème, et encore pour sortir d'une crise ou sortir d'un problème, il faut l'identifier, son ampleur, son impact, sa profondeur et sa temporalité, et d'avoir une réponse qui s'accorde avec le problème. Trouver un problème temporaire pardon, trouver une solution temporaire à un problème récurrent ou permanent, c'est un band-aid. C'est-à-dire, sinon, on s'en sortira pas, mais appliquer une solution permanente à un problème qui est temporaire, c'est beaucoup trop poussé. Alors, c'est important d'identifier ça. Donc, je vois les problèmes ou les défis comme des sujets qui sont en quête de solutions. Les réalités du marché, que ce soit pré-pandémique, pendant la pandémie ou après la pandémie, il y a des choses qui sont systémiques et endémiques au secteur culturel. Puis si je peux me permettre une petite anecdote, tantôt on avait Victoria qui était sur l'appel et on parlait des problèmes pandémiques. Le CRHSC était déjà virtuel avant la pandémie. Alors, une des fonctions qui avait été vraiment affectée était tout simplement la signature de chèques. Et notre personne qui s'occupait des transactions bancaires quotidiennes, une dame d'un âge vénérable, devait se déplacer de chez elle vers chez Victoria avec la série de chèques. Moi, il fallait que je parte de Gatineau, il fallait que je traverse les ponts avec les policiers qui patrouillaient, qui maraudaient pour me rendre chez Victoria. La dame qui s'occupait des chèques les emmenait sur le perron de Victoria. Victoria rentrait, les signait, les ressortait, les redonnait à la dame qui s'occupait des finances, reprenait ça, mettait ça sur le capot de son auto. Je vais me rendre, contresigner les chèques, les redonner à elle, elle retournait à la maison, elle les postait. En bout de ligne, c'est pas mal la seule chose qui était affectée au CRHSC parce qu'on était déjà virtuel, mais cette partie-là, alors il a fallu trouver une solution. Ben, ça se passait dans l'entrée, même à -40 dans le beau milieu du mois de mars. Mais voilà, trouver la solution qui correspond au problème. Mais c'est ça, les défis systémiques et endémiques qui perdurent depuis longtemps, et si on regarde l'étude du marché de 2010 ou celle de 2019, ou même si on retournait à l'époque des artistes en 1750, on aurait probablement les mêmes choses. Le marché est très concurrentiel, non réglementé, très perméable. Les gens peuvent s'y inscrire ou s'y soustraire très rapidement. On a une abondance de productivité, ce qui a un impact sur la valorisation des produits, puisqu'une fois que c'est créé, l'effet de rareté est un peu perdu, alors ça devient difficile de monnayer. On a un très haut pourcentage d'OBNL et d'œuvres caritatives, ce qui affecte, à mon avis, beaucoup la capacité du secteur parce qu'on n'est pas là pour générer des surplus euh, de façon, euh, de façon inhérente.
Alors, je crois que ça nous nuit un peu. On a besoin de plus de capitaines de l'industrie, des gens qui veulent mener ça à bon port. Mais c'est aussi beaucoup affecté par le fait qu'il y a le secteur culturel est le secteur de recherche et développement de la société. Et donc, il faut se permettre ce risque-là, mais ce risque-là, il ne faut pas le punir non plus, faut le récompenser, faut le soutenir. Et il y a une adéquation difficile entre les besoins, je veux dire, des bailleurs de fonds et des gens qui veulent appuyer la cause pour avoir des succès objectifs quantifiables versus les impacts et les bénéfices très subjectifs et difficilement quantifiables de l'apport des arts et de la culture à la société. Il y a aussi un grand attachement au passé versus le besoin et la poussée des changements. Alors, c'est difficile d'avoir l'équilibre dans tout ça. Et on a un secteur, on l'a dit à quelques reprises, qui est très fragmenté et cloisonné. Il existe de nombreux organismes qui ont une vocation disciplinaire, sous-sectorielle ou géographique, et ils ont tous, je veux dire, leur mérite. C'est important de reconnaître leur portée, mais de temps en temps, puis merci Frédéric d'avoir amené cet exemple-là pour les milieux de travail respectueux dans les arts, ça a pris une collectivité de gens qui ont dit oui, ceci est un problème au large, on a besoin d'une solution large et il y a quelques personnes qui ont pris une initiative, une position de leadership pour pouvoir l'adresser. J'étais pas là au moment où ça se. C'était pour moi le directeur du CRHEC à l'époque. Alors, en tout cas, je félicite tout le monde de l'avoir appuyé. Euh, Quand on parle d'environnement de travail, puisque là, on parle de post-pandémie, il y a des choses qui sont pas neuves. Les artistes qui s'improvisent, les gestionnaires, souvent, il y a une faille de compétences en termes de connaissances légales, la gestion tout simple des ressources humaines ou la gestion même du changement. L'existence du harcèlement, intimidation et violence existe encore. L'inclusion, la diversité, l'équité, l'accessibilité, c'est tellement rendu une conversation importante aujourd'hui et présente. Il y a souvent encore de la friction ou confusion entre ce qui est la gouvernance et la direction. Je reviens avec Frédéric qui disait de décentraliser. Ce sont des décisions à prendre. Des fois, il faut centraliser, des fois, il faut décentraliser. Qui est responsable de quoi? C'est pas toujours mis au clair. Et la technologie qui a amené ses bienfaits et ses méfaits, on a de plus en plus de moyens de communication, mais si on prend, il y a vraiment une faille entre les générations plus jeunes aujourd'hui, prendre le téléphone et appeler quelqu'un est source d'intimidation ou d'angoisse. Souvent, j'ai des employés qui ont dit j'aime vraiment mieux texter ou envoyer un courriel que de prendre le téléphone et avoir une conversation avec quelqu'un en dedans de quelques minutes. Alors, c'est certain que les difficultés générationnelles ne sont pas neuves. Comment les intégrer ou comment bien travailler à travers ça dans notre équipe, c'est toujours une question à revoir. Euh, la précarité, les niveaux de salaire et la production basée sur les projets et les occasions temporaires et le haut taux de travail autonome, c'est certain. Est-ce que ça nuit au secteur ou ça l'aide? À quelque part, on aime cette autonomie-là en tant qu'artiste de pouvoir dire je suis maître de ma production, mais en même temps, ça déstabilise parce qu'on est toujours à la recherche des nouveaux contrats et beaucoup de financement basé sur des projets fait en sorte qu'on a toujours une temporalité sur notre production, notre embauche de nos travailleurs, des employés ou autres à l'intérieur de nos organismes. Alors, on a encore cette difficulté-là. Et au niveau des individus, souvent, il y a cette faille de compétences, l'entrepreneuriat simple, la planification d'affaires, le marketing, les connaissances légales ou gestion des RH pour nos entreprises, pour les entrepreneurs comme tels. La planification de carrière, la gestion de bénéfices, c'est encore des enjeux importants pour les artistes ou les travailleurs culturels. Il y a souvent une confusion entre le pouvoir décisionnel et leadership. Parce que être leader ne veut pas dire je suis à la tête d'une compagnie et j'ai le pouvoir décisionnel sur quelque chose. Et c'est ça, on revisite les modèles ou les types de leaders. Il y en a qui se fient sur cette espèce de autorité bureaucratique ou autorité leadership autocratique parce que je suis à une certaine position dans un organisme, j'ai le privilège de pouvoir décider. Ce n'est pas nécessairement du leadership. Souvent, on peut démontrer du leadership au niveau de ceux qui font, ceux qui vont de l'avant, qui proposent des idées, mais qui ne sont pas nécessairement dans la position décisionnelle ultime. Alors, c'est important de reconnaître ça et la contribution puissante que peut avoir
cette idée ou cette initiative-là qui peut bénéficier à d'autres et le lâcher prise, comme on disait plus tôt. Des fois, on apporte quelque chose, on le met sur le marché, sur la table, et c'est quelqu'un d'autre qui finalement va devenir le champion, le porteur, ou l'emmener au succès final. Être capable de relâcher pour le bien des autres et comprendre que c'est pas toujours nous qui allons être, je veux dire, l'héros ou l'héroïne de l'histoire, c'est énorme. En termes des individus dans la collectivité de la main-d'œuvre, il y a énormément d'angoisse et d'anxiété et l'expression personnelle prend beaucoup plus d'importance et c'est important d'intégrer tout le monde dans le marché du travail et que encore l'inclusion, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité fassent partie de nos normes et nos habitudes. Les revendications identitaires, souvent on a des crises de pertinence ou des dissonances cognitives. Oui, mais si ce que je fais est si bon, pourquoi est-ce que ça vend pas? Pourquoi est-ce que j'ai pas le succès commercial ou autre que je souhaite? Alors, il peut y avoir des dissonances cognitives de ce côté-là. Alors, il y a beaucoup d'éléments en mouvement, que ce soit autant au niveau de main-d'œuvre au sens large ou individuel. Et de plus en plus, la main-d'œuvre d'aujourd'hui et les gens accordent une importance vraiment grandissante au choix, autant en termes de consommateurs. Je ne veux pas acheter de telle marque ou je ne veux pas m'associer à tel branding parce que je suis contre leur valeur ou je ne veux pas travailler pour un organisme, je ne veux pas travailler dans une certaine sphère économique parce que je suis contre ce que ce secteur économique-là amène. Alors, on a beaucoup de valeurs qui viennent cohabiter et qui peuvent être source de tension ou source de productivité et de liens communs. Si on parle de, oh, pardon, solutions et l'animation n'a pas fonctionné. Solutions et ressources. On a parlé beaucoup de cloisonnement puis de travail en silo. C'est certain qu'un organisme qui s'occupe de la musique au Nouveau-Brunswick a son mandat de faire des choses là. Et le CRHSC, qui est, je veux dire, une entité nationale, qui s'intéresse au développement des carrières et tout ça, n'ira pas dire aux gens en musique au Nouveau-Brunswick, non, vous n'avez pas d'affaire à offrir du développement professionnel. Il y a une expertise locale très importante qu'il faut valoriser, mais le plus possible qu'on est capable de mettre en commun ces ressources-là, surtout au niveau des OBNL et œuvres caritatives, on a intérêt à travailler ensemble. Mais c'est important de faire valoir autant les ressources et l'organisme qui travaille au niveau local, je veux dire géographique ou sous-sectoriel ou par discipline. C'est certain que le CRHSC se veut une plateforme centralisée pour ces choses-là, mais c'est impossible de couvrir toutes les disciplines et tous les intérêts géographiques. Et on n'a pas de statut de régulateur. Et ça revient à un problème systémique qui est, c'est très décentralisé. Il n'y a pas de, c'est pas régulé comme travail. On a des organismes qui travaillent pour appuyer les artistes dans ça. D'ailleurs, je tenais à le souligner, on présente à travers le pays en ce moment par l'art de gérer sa carrière. Chaque fois qu'on arrive dans une province, on utilise les organismes à portée nationale et on en fait la promotion parce qu'on veut que les futurs travailleurs connaissent, et par travailleurs, j'inclus aussi les artistes, on veut qu'ils connaissent ceux qui ont une portée nationale et ceux qui ont une portée provinciale ou régionale. J'ai enlevé la partie régionale ici parce qu'on a une discussion nationale, mais il y a des organismes qui existent juste pour soutenir les gens. Ça serait important qu'on le partage et que chacun avec son coin de pays soit bien représenté. Il y en a qui sont multidisciplinaires, alors on les a inclus ici, dont la FCCF et Capacura. Juste en termes d'outils et ressources générales, parce que à tout problème, on peut trouver une solution. Il y en a beaucoup qui existent déjà. On n'est pas obligé de réinventer la roue tout le temps. La trousse à outils RH, c'est un petit côté académique. Il y a des gros chapitres, ça peut être long à lire, mais de prendre le temps de s'informer. À la base, les éléments sont là. La table des matières là, je ne lirai pas tout ça. D'ailleurs, je déteste lire des diapos PowerPoint. Euh, Tantôt, Frédéric parlait des milieux de travail respectueux dans les arts. Alors, ça, c'est encore disponible et on veut, pour notre membrariat et pour le public plus large, offrir ces ateliers-là. C'est une obligation légale dans toutes les provinces de participer ou de faire participer nos employés, nos travailleurs à des sessions d'information et de partager les considérations légales. Alors, c'est là. Ça nous fait plaisir de continuer à l'offrir.
Pour ceux qui se lancent dans l'inclusion, diversité, accessibilité et équité, le modèle GDEIB, c'est un très bon modèle, c'est très robuste, c'est une bonne introspection très profonde. Ce n'est pas nécessairement quelque chose, une évaluation rapide. Pour ceux qui veulent vraiment prendre le temps, je vous suggère ce modèle-ci. C'est disponible gratuitement en français aussi. Alors, je vous encourage à y accéder, ceux qui veulent vraiment faire un saut et prendre le temps d'évaluer intérieurement pour leur organisme. Le CRHSC a aussi lancé dernièrement un outil qui s'appelle Appartenance, qui fait partie de la trousse RH, qui est disponible gratuitement. Alors, il y a 3 volets, mais celui qui parle de l'inclusion, diversité, équité, accessibilité, démystifier comment rédiger des politiques organisationnelles sur ce sujet-là. C'est pas la mer à boire. Ça se fait. C'est sûr que ça prend un peu de travail, ça prend de l'effort, mais à mon avis, l'effort en vaut le coup. Et on ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Le développement durable passe par les personnes qui sont impliquées, pas juste au niveau commercial et marché où on pense au financement, le soutien, le côté argent, le côté planète, ben, là, on le sait, on peut pas polluer à outrance. Il faut s'occuper de notre planète. On existe dans un marché malheureusement capitaliste, alors il faut penser à la valeur économique réelle. Mais les humains qui sont derrière cette productivité-là sont ultimement très importants. Donc, c'est ça, en termes de solutions et ressources, il y aura toujours des défis RH. Euh, Tant qu'il y aura une personne qui travaille, ça, il y aura un défi RH. Les RH sont toujours un peu vus comme des sujets d'intérêt, mais on est toujours plus, on a toujours plus de focus sur la production, ce que nous voulons créer. Mais il faut arrêter de voir les RH comme étant toujours le département où les choses intéressantes vont pour mourir, que les RH sont un problème. En fait, les RH sont la source, sont l'inspiration, sont le succès de notre secteur parce que si on enlève l'intelligence artificielle, la créativité vient de l'humain. Même l'existence de l'intelligence artificielle provient de la créativité humaine. Mais c'est ça, ayons un regard plus large, ne soyons pas trop égocentriques. Les problèmes et les défis sont très semblables à travers les arts. On l'a vu à travers la pandémie à quel point les problèmes étaient communs. Nous sommes créatifs, trouvons des solutions ensemble. J'aime bien l'exemple de la musique, musicien, pas le choix, où les chorales ou les orchestres, on se soustrait ou on relâche une partie de notre individualité pour pouvoir avoir un plus grand effet, et un plus grand bénéfice commun. Euh, une autre chose qu'on peut utiliser lors de gérer sa carrière, on a la version écrite. Je vous ai dit qu'on faisait une tournée nationale dans laquelle on parle de connaître le marché, se connaître soi-même, connaître ses projets, pour donner des outils aux futurs travailleurs et artistes pour qu'ils puissent intégrer le marché plus rapidement et mieux. Parce que c'est assez difficile d'avoir une carrière dans les arts, aussi bien d'avoir des bons outils. Mais c'est ça. En conclusion, que ce soit avant, pendant ou après la pandémie, les défis RH sont pas mal toujours les mêmes. On a eu quelques nouveaux avec des mouvements sociaux qui ont pris beaucoup plus d'ampleur. Mais des solutions, des ressources, des outils, il en existe déjà en grand nombre et on peut y accéder à travers les nombreux organismes qui travaillent pour le bien des autres. Alors, prendre le temps de se renseigner et devenir un peu plus connaissant, c'est toujours payant. Le secteur créatif, c'est difficile de croire que nous ne serions pas capables de générer des nouvelles ou des bonnes façons de faire si on en a besoin. Je m'excuse, l'expression m'est venue en tête quand Marie-Christine parlait tantôt. Necessity is the mother of invention. Et lorsqu'on est confronté devant quelque chose, ça, c'est un des côtés tellement positifs du secteur des arts et de la culture, c'est qu'on est capable d'inventer la notion du pont lorsqu'on a besoin de traverser une rivière sans avoir connu le pont avant. On va l'imaginer et on va trouver un moyen de le déployer. Alors, je pense que ça, c'est une force qu'on a. Mais en même temps, on est un secteur très éduqué. Alors, on n'est pas toujours obligé de réinventer la roue. Prenons le temps d'apprendre, prenons un peu de recul et le temps qu'il faut pour apprendre et comprendre ce qui existe déjà pour pouvoir le mettre en œuvre. Les bases de la gestion des ressources humaines et de l'encadrement de travail, c'est pas nouveau. On n'a pas besoin toujours de réinventer. Il y a tellement de stocks qui existent déjà. Et je pense qu'à la base, comprendre le grand écosystème par les missions, les objectifs et les valeurs des organismes et la raison d'être et leur fondement de leur ouvrage, c'est vraiment très important et de séparer ça
de notre, je veux dire, production subjective, souvent, elle peut s'inscrire à l'intérieur des objectifs et des missions des organismes. Mais d'être capable de départager les deux, c'est important. Puis ultimement, travaillons ensemble pour y arriver. Je pense qu'on était tous d'accord sur, pardon, on était tous d'accord sur ça. Le côté collaboratif est beaucoup plus puissant que d'essayer d'œuvrer individuellement tous et chacun. Alors voilà. Merci, merci. Je te remercie, Grégoire. Un autre message, source d'inspiration. J'entends le mot coopération, bien sûr, de mettre en commun nos connaissances. J'aime aussi le mot qu'on a utilisé, Marie-Christine, tantôt, je pense aussi le mot care, caring for our staff. C'est tellement important de prendre soin des gens avec qui on travaille et la bienveillance. C'est surtout des thèmes aussi qui sont devenus plus forts, je pense, post-pandémique ou durant la pandémie. Donc, merci, Grégoire. Est-ce qu'il y a des questions pour Grégoire ou des commentaires? Ben moi, une observation, c'est qu'il y a notamment au Conseil des ressources humaines énormément de ressources qui sont disponibles et qui sont souvent méconnues. Euh, et ça souligne pour moi le défi de mettre ces informations-là à la disposition des personnes lorsqu'elles les cherchent. De créer un hub, un guichet unique comme ce à quoi Cassandra faisait référence tout à l'heure. Le guichet unique, c'est pas nécessairement là que les gens vont aller chercher l'information lorsqu'ils en ont besoin. Euh, et même si les gens savent qu'il y a un guichet unique, est-ce qu'ils vont faire l'effort d'aller fouiner dans le guichet unique pour trouver ce qu'ils ont besoin? Souvent, les gens, lorsqu'ils ont besoin d'informations, ils demandent à leurs collègues, sais-tu où je pourrais trouver telle affaire? Connais-tu ça? Alors, pour moi, ça soulève la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle réponse on peut donner à ça comme organisme de service aux arts? Euh, Moi, je pense que le regroupement d'organismes de services aux arts, dont Cassandra maintenant fait partie, peut faire partie de la solution, en ce sens que si un de mes membres soulève un besoin, ben, je peux à ce moment-là poser la question à mes collègues, m'appuyer sur mon réseau à moi, ma communauté de pratique pour essayer d'identifier la bonne ressource pour ce membre-là. Et c'est comme ça que peut-être qu'on peut arriver à ne pas réinventer la roue, à ne pas entretenir deux banques de données quand il peut en avoir une seule à quelque part. Très bon point. Une réaction à ça? Quelqu'un, un commentaire? Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Et d'ailleurs, c'est ça, souvent des gens nous ont posé des questions où on dit est-ce que vous avez ceci? Puis là, je me suis tanné de devoir répondre aux gens qu'on n'a pas d'études sur les revenus ou sur la compensation, pardon, la rémunération, à part celle qui date de 2017. Je me suis tanné d'entendre je me suis tanné de devoir dire non. Alors là, on en lance une, on va en lancer deux, en fait, parce qu'il y a un besoin, ça a été identifié, ça a été demandé à maintes reprises, alors on se lance même sans le financement gouvernemental. C'est juste un peu plus long à faire parce si on n'a pas de ressources dédiées pour la chose, mais je suis d'accord avec Frédéric, faut être capable de référer les gens au bon niveau. Et quelqu'un qui m'arrive qui dit ah, ben, j'ai besoin d'aide avec les arts de la scène, on ne peut pas couvrir ça ici, alors on va les référer à Capaqua ou pour une question francophone de réseautage, je veux dire, aller voir la FCCF, puis devenez membre parce que ça vaut la peine. Oui, Bon juste point. ajouter, Oui. mais c'est nous les guichets uniques. C'est pas un site web, c'est pas Google même, c'est nous, les membres de la communauté, c'est nos collègues, c'est nos membres, c'est les autres organisations. Souvent, mais avant la pandémie, quand on est dans le bureau, quelqu'un peut nous arriver et jaser avec nous je pense qu'on use un peu moins les téléphones maintenant, mais j'ai encore de temps en temps quelqu'un qui m'a appelé et je peux me servir comme un guichet unique pour donner des comme ben voilà, appelle telle personne ou quand on fait des rendez-vous, comme on est moins. Je trouve que le travail hybride, les H, ça a enlevé un peu des moments qu'on peut
croiser pendant les heures 9 à 5 parce qu'on est moins au bureau et on moins sur un téléphone disponible. Les boîtes vocales sont là ou c'est que je ne sais jamais quand est-ce que c'est un téléphone personnel au travail. So, avec les autres outils qu'on a partagés aujourd'hui, comment qu'on peut faire plus habilité pour nous servir comme membre de communauté de guichet unique pour les autres. C'est un peu ça. Et je peux rajouter aussi, je remarque une chose, dans ta présentation, Grégoire, tu as parlé de bien comprendre le problème, aller faire des recherches sur quel est le problème avant de tenter de trouver des solutions. La trousse du gestionnaire des ressources humaines du Conseil, là, j'ai contribué à ça, je pense que j'étais encore à Radio-Canada. Fait que ça a dû être en 2000, 99-2000. La trousse est toujours là, puis elle est toujours fort utile, mais c'est que les gestionnaires, je pense, sont très pris, sont très demandés de part et partout. Et très souvent, quand on fait face à des défis comme ça, c'est pas toujours évident d'avoir le temps d'aller comprendre le problème. Hein, je ne sais pas si ça colle à votre réalité, mais il me semble, moi, c'est ce que je vois là, souvent dans des situations où j'ai été appelée à fournir une aide quelconque, c'est qu'on manque de temps. On manque de temps. Tout à fait. C'est souvent, ben pas souvent, j'ai reçu plusieurs appels ou demandes de gens sur le terrain qui disaient, voici le problème que j'ai besoin d'une solution, c'est quoi que je fais? Mhm. OK, on n'est pas un organisme d'intervention, et le temps que ça prend pour passer de OK, il y a un problème immédiat que je dois adresser à je dois me renseigner sur comment adresser le problème, c'est difficile. Puis il y a un autre que j'ai pas inclus ici parce que j'ai manqué un petit peu de temps pour préparer ça, désolé. Mais un autre, je pense que Lise, tu impliqué le guide du gestionnaire pour investigation, enquête pour les plaintes. Mhm. Euh, et- Incroyable le travail qui a été fait et créé en français, prime abord, traduit en anglais après, avec un paquet de gabarits, des lettres gabarits, références pour à peu près toutes les interactions possibles, que ce soit pour emmener des témoins à contribuer, que ce soit pour le répondant, pour la personne qui émet la plainte ou le constat. Énormément de stock et bien rédigé de façon assez courte qu'on puisse passer de oh, oh, j'ai un problème, je vais m'asseoir, je vais lire, OK, je peux prendre ceci, je peux prendre cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Alors, vraiment un très bon guide que j'encourage. Et dès que quelqu'un me dit j'ai peut-être un problème, je leur dis ah, voici quelque chose pour vous, je leur partage le lien. Mais c'est ça, il y a tellement de belles ressources qui existent et il faut s'en servir, il faut juste être capable de les partager. Ça nous prendrait ben, c'est un guichet unique, ce serait le fun, mais une espèce de libraire pour le secteur avec toutes ces ressources-là, quelqu'un d'omniscient, mais je pense pas qu'on va trouver cette personne-là C'est sûr. Puis ce guide-là a immédiatement. été développé avec sous le financement de l'Association des théâtres francophones du Canada. Donc, en particulier Geneviève Pinault, qui était la directrice à ce moment-là. Mais j'aime beaucoup l'idée de base de solutions, justement comme le hub solution que vous proposez pour vos membres, Marie-Christine. Le genre d'endroit où tu peux aller, pas réinventer la roue, mais voir qui a quoi en main, puis qu'est-ce qu'on peut utiliser qui est déjà là, qui est déjà là. Puis je pense que Frédéric, tu le mentionnais aussi, il y a plein de solutions avec le manuel de ressources humaines du CRSH. Puis en quelque part, on n'a pas besoin de réinventer la roue, il y a bien des choses qui sont là, mais c'est juste qu'il faut savoir comment aller les trouver. Peut-être un guide pour comment se rendre au guide serait utile, je ne sais pas, là, mais il y a certainement beaucoup, beaucoup d'infos déjà disponibles. Peut-être, je vais te dire un petit mot de merci à tout le monde juste pour l'enregistrement. On va mettre ça sur Twitter. C'était une conversation super riche, plein de ressources, beaucoup d'idées pour nous, pour notre communauté. So, merci pour ça, pour prendre le temps de partager tout ça avec nous. Je sais que c'est beaucoup, on est tous super chargés, occupés. So, merci. On continue ce processus pour un autre quelques mois et après ça, on va commencer notre processus de fusion, mais c'est un processus qui va rouler pour longtemps. On n'est jamais parfait, on n'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à améliorer. Nico, est-ce que tu as des petits mots de merci avant que je ferme le enregistrement?
Oui, c'est vrai. Nous sommes maintenant dans le processus de parler qu'est-ce qui arrive dans l'arrière de notre nouvel organisme. Alors, les idées et puis sont formidables. J'ai pris beaucoup de notes et puis j'apprécie que nous ne sommes pas seuls. Si on a des questions, je sais qu'on peut envoyer un petit courriel ou peut-être sortir pour un café juste pour dire que ça, c'est qu'est-ce qu'on pense pour les ressources humaines pour cette organisation. Est-ce qu'il y a des drapeaux rouges? Est-ce que tu veux être partie des conversations dans le futur? Je sais que nous ne sommes pas seuls. Alors, merci beaucoup pour votre temps et votre préparation. Absolument. Je veux remarquer que Frédéric a commenté un commentaire dans le chat. Les communautés de pratique et les applications qui les supportent constituent le meilleur moyen de localiser et de récupérer des ressources en réponse à nos besoins. Marie-Christine a dû quitter. Comme professionnelle en ressources humaines, moi, ce qui m'inspire et ce qui me soulage, c'est de voir à quel point on humanise notre milieu de travail. Ça, c'est très riche pour moi parce que je dois vous avouer, quand j'ai commencé ma carrière dans les fin 70, début 80, puis il y en a parmi vous qui n'étaient même pas au monde à ce moment-là, ou presque, c'était pas le cas. Tu venais travailler, puis j'ai travaillé pour le radio-télédiffuseur public au Canada et je me suis déjà fait dire à ce moment-là, ta vie personnelle, tu la laisses à la porte. Quand tu arrives pour travailler chez nous, c'est au travail que tu es. Imaginez-vous donc, je me suis fait dire ça au début de ma carrière, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire fi de ça. On ne peut plus ignorer que les gens ont des responsabilités familiales, personnelles, de tout genre et de toutes sortes. Et on ne peut pas demander à la personne de se diviser en deux, comme on l'a peut-être déjà fait. Fait que je suis contente de voir que notre milieu de travail devient de plus en plus humain. Et ça me soulage énormément. Absolument. Donc, je vous remercie pour vos présentations, Grégoire et Frédéric et Marie-Christine qui est absente. C'était aussi super riche, je pense, pour des pistes d'idées et de solutions pour la fusion de vos deux organismes et de le milieu de travail en général.